Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de l'autonomie et plus particulièrement de la place de l'autonomie dans les modèles d'apprentissage. Vous pouvez bien entendu, et si vous le souhaitez, prendre des notes. Notre discours donc se place dans le cadre de l'école qui a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève en tant que personne et futur citoyen. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, paru au BO du 23 avril 2015, nous le rappelle en ces termes. L'école permet à l'élève de développer dans les situations concrètes de la vie scolaire son aptitude à vivre de manière autonome. Un peu plus loin, on trouve « L'élève comprend que la laïcité garantit la liberté de conscience fondée sur l'autonomie du jugement de chacun ». À travers cette vidéo, donc, nous allons parcourir les 4 principaux modèles d'apprentissage. Le modèle transmissif, le modèle behavioriste, le modèle constructiviste et enfin le modèle socio-constructiviste. Nous allons étudier les modèles les uns après les autres, les placer sur un axe gradué, indiquant le niveau d'autonomie potentielle que l'élève pourrait développer dans chacun de ces modèles. Outre cette graduation, la dimension du personnage pour chacun des modèles indiquera le niveau potentiel d'autonomie que l'élève peut développer dans chacun de ces modèles. Commençons donc par le modèle transmissif. Ce modèle considère premièrement que l'élève est totalement vierge. Il n'a aucune conception initiale sur le sujet abordé, et donc c'est l'intervention de l'enseignant qui va permettre à l'élève d'acquérir la connaissance. Cela suppose également que l'enseignant soit capable de transmettre le savoir sans le dénaturer. Le professeur qui communique le savoir doit maîtriser totalement le contenu de ce qu'il enseigne. L'élève, quant à lui, se doit d'être attentif, d'écouter l'enseignant, puis ensuite d'imiter, puis de reproduire le message transmis. C'est à travers cet acte de reproduction que se fera, ou que pourra se faire en tout cas, l'assimilation de la connaissance. On le voit donc, l'enseignant a ici une position de monopole sur le savoir, ce qui ne laisse guère de place au développement de l'autonomie chez l'élève. Dans le second modèle, le modèle behavioriste, rappelons que behavior est un mot d'origine anglaise qui se traduit en français par comportement. Dans ce modèle, l'enseignant n'a aucun moyen de savoir ce qui se passe dans la tête de l'élève. L'enseignant doit donc se baser sur des comportements attendus et définis au préalable pour déterminer le niveau de maîtrise atteint par l'élève. Le comportement de l'élève est donc une manifestation observable de la maîtrise de la connaissance. Dans ce modèle d'apprentissage, le rôle de l'enseignant est capital car c'est lui, par le biais des activités proposées, qui va permettre à l'élève de franchir très graduellement les paliers menant vers la maîtrise de la connaissance. Si ce modèle place l'élève au centre du dispositif, et qu'il permet une forte interaction entre l'enseignant et l'élève, ce modèle voit rapidement ses limites, car le découpage très fin des situations d'apprentissage ne permet pas une réelle ou un réel développement de l'autonomie de l'élève. Certains chercheurs considèrent même que la maîtrise des apprentissages est superficielle, voire illusoire. Dans le modèle constructiviste, on part du postulat que la construction de la connaissance par l'élève va nécessiter une activité de l'élève. L'élève se doit donc d'être actif et ne se laisse plus guider par l'enseignant. L'élève est toujours au centre du dispositif et la place de l'interaction enseignant-élève est primordiale. L'enseignant, dans un premier temps, évalue les prérequis de l'élève de façon à déterminer à la fois la teneur des connaissances et à la fois la teneur des représentations de l'élève. À l'aide de ces informations, il planifie et organise les activités de l'élève. L'élève, quant à lui, doit faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. À travers les activités proposées et organisées par l'enseignant, il doit assimiler de nouvelles connaissances qui vont venir corriger ou compléter les connaissances antérieures.
De cette assimilation va naître un conflit socio-cognitif qui va se résoudre par le processus d'accommodation, c'est-à-dire une réorganisation des connaissances antérieures en tenant compte des nouvelles informations. Dans le dernier modèle, le modèle socio-constructiviste, nous retrouvons les mêmes postulats de base, à savoir l'activité de l'élève, mais cette activité va être renforcée à la fois par les échanges entre l'enseignant et l'élève, mais aussi par les échanges entre élèves. Le langage occupera donc une position centrale dans le développement de la connaissance. L'élève n'apprend pas seul, mais grâce à la variété et la diversité des interactions. L'enseignant a donc un rôle extrêmement important. Outre d'organiser et de planifier les activités, il se doit de placer l'élève dans ce qu'on appelle la zone proximale de développement, c'est-à-dire que les activités proposées font évoluer l'élève, mais ne le découragent pas par leurs difficultés. Ce modèle encouragera donc par la variété de ses interactions un travail en groupe. Voilà, nous arrivons au terme de ces 4 modèles qui nous ont permis de passer rapidement en revue les niveaux potentiels d'autonomie que l'élève pourrait développer. J'espère avoir répondu à vos interrogations, vous avoir apporté un complément d'information. N'hésitez pas à correspondre avec moi à l'adresse suivante, eric.millure@ac-rennes.fr qui est inscrite au bas de l'écran, et je vous donne rendez-vous dans la séance en présentiel. Au revoir.